Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Diane Watrelot. Touchée par 2 pathologies lourdes, vous repoussez les limites du courage et affrontez les insoutenables épreuves de votre vie sans jamais faillir pour ne finalement garder que l'espoir. Depuis vos 14 ans, vous êtes atteinte d'algie vasculaire de la face, surnommée maladie du suicide. Après 10 années d'errance médicale et 12 opérations lourdes, on vous annonce que vous êtes également atteinte d'endométriose. Pourtant, vous ne capitulez pas et déjouez les pronostics en fondant une famille avec votre mari Xavier. Vous êtes aujourd'hui l'une des grandes figures du handicap invisible en France. Vous vous battez pour faire bouger les choses et aider les personnes souffrant des mêmes maux que vous. Diane, bonjour. Bonjour, bienvenue en Normandie. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est cette maladie, l'algie vasculaire de la face ? Alors l'algie vasculaire de la face, c'est une maladie qui est neurologique et qui donne des douleurs terribles au niveau de l'œil, type de broiement, d'écrasement. On a l'impression qu'on nous tourne un tournevis dans l'œil. Effectivement, on la surnomme la maladie du suicide tellement la douleur est terrible. Il y en a qui viennent à se suicider. Des pères de famille, des mères de famille, ça concerne vraiment tout type de personnes. Et on la compare à une amputation sans anesthésie. Vous, dans votre cas, vous avez combien de crises par jour ? Alors dans mon cas, moi, ça est monté jusqu'à une quinzaine de crises. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un traitement qui fonctionne et ça me descend mes crises à 4 crises par jour quand ça fonctionne, parce que c'est pas le cas tout le temps. Et vous pouvez soulager votre douleur ? Effectivement, il existe des traitements de crise, donc c'est-à-dire qu'une fois que la crise est là, on la soulage. Donc j'ai des piqûres et j'ai de l'oxygène. Quand est-ce que vous avez eu votre première crise ? Quand est-ce que la maladie s'est déclarée ? Alors moi, ça a été à l'âge de 14 ans. C'était vraiment par bribes, donc j'ai pu vivre quand même mon adolescence comme tout le monde. J'ai pu voyager, etc. Mais j'avais des décharges électriques, je me rappelle, ça me dérangeait. Mais vraiment, à l'âge de 23 ans, c'est là où ma vie a changé et ça a été horrible. La première crise, la vraie crise en fait, je dirais. Et là, pas un jour sans crise, ça a été horrible. Au départ, c'était les prémices qui vous ont permis de continuer à vivre. Et à partir de 23 ans, votre vie a totalement changé parce que vous pouviez plus vivre avec la maladie ? En fait, de 14 ans à 23 ans, c'était vraiment effectivement les prémices de la maladie. Je pense elle s'installait doucement, mais je pouvais vivre à peu près normalement. Je voyageais, j'ai profité de ma vie. Et à 23 ans, j'ai eu la vraie crise où j'ai cru vraiment que j'allais mourir. C'était vraiment atroce, une nuit où je me suis dit que si ça continuait comme ça, je me suis dit, je sais même pas comment je vais survivre à la prochaine, quoi. Et malheureusement, j'ai plus une journée sans crise. Dans votre livre, on lit que votre famille a déjà été confrontée à la maladie avec une maladie grave qui a touché votre petit frère. Est-ce que c'est pour ça que dans un premier temps, vous avez un peu minimisé vos crises ? Vous n'avez pas tout de suite ouvertement parlé à vos parents ? À l'époque, je pense que je l'ai fait inconsciemment parce que mes parents, effectivement, ont vécu la maladie de mon petit frère, donc c'est la maladie de Poic. Et je voulais pas leur infliger ça en plus. Je me disais que j'étais capable encore de pouvoir gérer ça moi-même alors que j'étais super jeune. Et puis en plus, il n'y avait pas de diagnostic de posé. Quand on n'a pas de diagnostic de posé, qu'est-ce qu'on dit, franchement ? Donc avant cette crise des 23 ans, vous continuez à voyager, vous continuez vos études de droit, votre BTS en banque. Vous continuez tout ça, votre priorité c'est d'avoir une vie normale ? À l'époque, je me posais pas spécialement la question. Je pense qu'en fait, inconsciemment, peut-être que je savais qu'il fallait que je profite à fond. En me disant, si un jour ça s'aggrave ou je sais pas, donc j'ai voyagé, j'ai fait tout ce que je pouvais en fait pour profiter. À 23 ans, vous avez cette fameuse crise et là débute 1 an d'errance médicale, sachant que déjà vous cherchiez un peu avant ce qui se passait, mais là c'est 1 an où tout tourne autour de ça. À 23 ans, tout s'écroule. Franchement, je peux plus aller travailler, je peux plus aller faire la fête avec mes amis. J'étais quelqu'un de très fêtarde. Je peux plus aller au coin de ma rue sans m'écrouler. Je maigris énormément, je perds 10 kilos. Enfin, la jeune fille que j'étais, c'est fini. En fait, j'ai l'impression que ma vie s'écroule complètement. Et effectivement, je n'ai plus d'autre choix que de me tourner vers le milieu médical et de demander ce que j'ai. Et là, ça a été très compliqué parce que on m'a bourré d'antidouleurs et que j'ai attendu. Je savais pas ce que j'avais, donc dire je suis atteinte de quoi en fait, je sais pas. Donc c'était très très compliqué pendant 1 an. Vous vous sentez seule à ce moment-là ? Je me suis jamais sentie aussi seule, je crois, que pendant ces 1 an. Heureusement que j'avais mon mari. Parce qu'on se sent pas légitime dans la douleur ? Je culpabilisais d'avoir mal, je me sentais aussi un peu folle. Je me disais, mais est-ce qu'en fait vraiment je souffre ? Ou est-ce que c'est peut-être moi ? Parce qu'on faisait plein d'examens, mais tous les examens étaient à peu près normaux.
Et puis on me bourrait d'antidouleurs, donc j'étais dans un état mais vraiment pitoyable. Ma famille me disait pas que je somatisais, mais ils me faisaient comprendre qu'il fallait que je me batte, que je continue à me battre et que j'aille travailler. C'était vraiment, mes parents sont vraiment des battants, hein, de par ce qu'ils ont vécu. Mais à ce moment-là, je pense que j'avais pas besoin de ça. J'avais besoin d'être entendue, etc. Et j'ai pas eu ce retour-là. Donc ouais, non, je me sentais pas soutenue. Et mon mari, qui était là, qui voyait mes crises, lui, me soutenait. Vous devez réorganiser votre vie à cette époque? Je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus être avec des amis. J'ai été lâchée de mes amis. Seuls quelques-uns restaient. Bah oui, à 23 ans, voilà. Je pouvais plus travailler. Donc franchement, oui. Et finalement, un jour, vous allez à la fac, je crois que c'est comme ça, et vous faites un malaise, et vous vous retrouvez à l'hôpital, et là, enfin, on pose un diagnostic. Ouais, en fait, je suis prise en charge par les seules urgences céphalées de France. Je me dis que c'est assez dingue, en fait. Et en une journée, je suis diagnostiquée alors que ça fait 10 ans que j'attends. Et je me rappelle, j'appelle ma maman, et je lui dis. Et ma maman, elle est en larmes, et elle s'en veut beaucoup. Elle s'en veut beaucoup parce que elle culpabilise beaucoup. Et à partir de ce jour-là, elle m'a jamais lâché, ma mère. Et vous lui en avez voulu? Je sais pas si je lui en ai voulu. J'avais besoin d'être entendue et d'être soutenue. C'était plus fort que de lui en vouloir, je crois. Donc, et puis tout ce qu'ils ont fait après pour moi, c'était aller au-dessus. Et puis je crois que je le comprends un petit peu, en fait. Parce que ils voyaient pas, il n'y avait pas de diagnostic. Et puis tout ce qu'ils ont vécu aussi avant, je pense qu'ils se sont un peu voilés la face. Et vous, votre sentiment profond, c'est le soulagement? Vous vous dites que ça y est, vous allez trouver des solutions? Ah, mais moi, j'étais heureuse. Hein. Alors, on me dit que je suis atteinte d'algie vasculaire de la face, je sais pas ce que c'est. Mais je suis contente. Vous en aviez jamais entendu parler? Jamais. Ah, mais à l'époque, personne n'en parlait de cette maladie. Mais on posait un mot sur ce que j'avais, on me donnait des traitements, donc ce qui pour moi voulait dire que j'allais aller mieux. J'étais prise en charge, j'étais légitime à avoir mal, ce qui est dingue, hein, parce que bien sûr que je suis légitime à avoir mal, mais on posait des mots, et j'allais avancer. Donc ouais, c'était un énorme soulagement. Une fois que le diagnostic est posé, finalement, tout n'est pas si simple. Parce que le corps médical tâtonne, sait pas trop comment gérer vos crises, comment vous aider. Et vous vous retrouvez sur la table d'opération régulièrement, déjà rien que la première année. Pendant un peu moins d'1 an, il y a eu en fait des essais de traitement. On essaie un traitement, on est très positif, et après ça marche pas. Donc on est très très déçu, mais il faut réespérer après pour le prochain traitement. Et donc ça fait un effet de yo-yo au niveau psychologique qui est très difficile à gérer. Et quand on nous annonce qu'on est pharmacorésistant à partir du, 15e traitement qu'on a essayé avec tous les effets secondaires qu'on a eus, c'est dur, parce que pharmacorésistant, ça veut dire qu'aucun traitement n'a fonctionné. Donc tout l'espoir qu'on portait dans ces traitements-là s'écroule. Et donc on nous dit qu'il faut aller se faire opérer. Et là, de nouveau, c'est de l'espoir. Sauf qu'effectivement, ça n'a pas été si simple, c'est-à-dire que je partais pour une opération, et en moins d'1 an, je me suis fait opérer 7 fois. Sans résultat? Sans aucun résultat, voire pire, c'est-à-dire que j'étais à une dizaine de crises, je suis retombée à 15 crises par jour. C'était pire, quoi. Elles durent combien de temps, ces crises? Ça dépend des crises, mais c'est entre 30 et 45 minutes. Donc quand vous avez 15 crises par jour, c'est toute la journée? Ah, mais c'était... Aujourd'hui, vous en voulez au corps médical? Par rapport au premier neurochirurgien qui m'a opéré, notamment, oui, beaucoup. Parce qu'on m'a vendu, en fait, on m'a vendu que j'allais aller mieux, mais j'ai été mal opérée, on m'a mal présenté les choses. J'ai un corps qui est complètement mutilé à cause de la chirurgie, la neurochirurgie. Donc oui, bien sûr que j'en veux. À partir du moment où vous commencez ces opérations, vous êtes même obligé de déménager pour vous rapprocher de l'hôpital de Grenoble, je crois, parce que vous avez beaucoup d'interventions. J'ai été opérée un peu partout en France, et sauf que les 2 dernières opérations, donc c'est des stimulations profondes, donc c'est-à-dire que là c'est une craniotomie, hein, on passe vraiment au stade au-dessus. J'ai dû faire mon testament, ça a été vraiment horrible. Notre quotidien a complètement été basculé. On a déménagé effectivement près de Grenoble. On est dans quel état quand on fait son testament à 26 ans? Eh ben, ce qui est fou, c'est que je n'éprouvais aucune émotion. Quand on vit des choses qui sont horribles à ce point-là, il y a un switch au niveau du cerveau, et que je dirais que c'est peut-être émotionnellement, ça a été plus dur pour mes proches que pour moi, parce que moi, j'étais plus là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un traitement qui a marché? Aujourd'hui, oui. Je suis hospitalisée tous les 2 mois avec des perfusions de kétamine. Je suis extrêmement bien prise en charge, donc c'est important de le dire quand on est bien pris en charge. Donc c'est la première fois, et c'est une neurologue mais exceptionnelle que j'ai. Et ça a mis 1 an à fonctionner, moi, les perfusions de kétamine. Et ma neurologue était tout le temps là pour me dire continuez.
d'être considérée par les professionnels qui nous entourent. Je mesure la chance que j'ai d'être suivie par des professionnels autant à l'écoute, en fait. Donc là, vous êtes en confiance, ça change tout. En confiance, après tout ce que j'ai vécu, je pense que je pourrais jamais être 100% en confiance. J'ai quand même des séquelles. À cause de la maladie, vous avez dû également apprendre à vous aimer autrement. Vous avez des cicatrices que vous n'aviez pas, vous avez eu le crâne rasé un temps. Comment on apprend à s'aimer à nouveau ? Je pense qu'il faut beaucoup de temps, être indulgent envers soi-même et apprendre à s'aimer effectivement différemment. Et puis moi, c'est le fait de parler sur Instagram, etc., d'être valorisée. Le regard de mon mari aussi, le regard de mes proches, ça m'a beaucoup aidée. Mais je pense que c'est beaucoup le temps. Et aujourd'hui, vous vous aimez ? Pas 100%. C'est pas encore ça. Je suis sur la bonne voie. Voilà. Donc vous apprenez à vous aimer à nouveau, mais vous avez également été confronté au regard des autres. C'était difficile, ça ? Ah, ça a été très difficile, notamment quand on a dû me raser complètement le crâne. Et le plus difficile, ça a été le regard de mes proches, notamment celui de ma grand-mère. Je me rappelle, pendant les vacances, on m'avait organisé des vacances juste après toutes mes hospitalisations. Et puis, on voit ma grand-mère et qui ne me reconnaît pas. Et qui dit, c'est qui ? Et là, ça a été vraiment compliqué parce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais tellement changé qu'elle ne me reconnaissait pas. Autre difficulté avec le handicap invisible, vous avez des petits avantages, si on peut appeler ça comme ça, et en fait, quand vous les utilisez, on vous regarde de travers ? J'ai une carte, en fait, de priorité en caisse et j'ai une carte, effectivement, de stationnement que je n'utilise que très peu parce que j'ai peur de me faire agresser. On vous a déjà agressé ? Ah oui. Les remarques qu'on m'a lancées, c'est on la donne à tout le monde, vous avez 30 ans, qu'est-ce que vous faites avec une carte ? Il faut que les personnes se rendent compte qu'il n'y a pas que les crises. Il y a le fait que moi, je peux faire des malaises, il y a le fait qu'il y a la fatigue, et s'il y a trop de fatigue, il y a des crises qui peuvent arriver après. Donc, il faut se préserver. Une carte, de toute façon, si elle est donnée, c'est que la personne est consciente, de toute façon, elle sait quand elle peut l'utiliser. J'arrive pas à comprendre, en fait. Faire des courses, c'est compliqué. Je les fais très rarement. Il faut que je sois garée pas trop loin parce que si ça va pas et je peux pas marcher comme je le peux, une personne qui me regarde ne peut pas voir. La personne qui me regarde voit une personne jeune qui marche et qui, elle pense en bonne santé. Il faut pas se fier, en fait, à l'apparence. Aujourd'hui, c'est un combat pour vous, de faire connaître le handicap invisible ? Ah oui, pour moi, c'est vraiment un objectif. Il faut se battre en plus de son handicap. Parce qu'il se voit pas. En fait, on n'est pas légitime aux yeux des autres. Et on en vient à avoir peur. Moi, j'ai peur de me garer sur une place handicapée. Si je sors et que je sors debout, je vais avoir des remarques. Aujourd'hui, vous avez accepté cette pathologie ? Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Aujourd'hui, oui. Et j'ai surtout accepté le fait qu'elle soit là et que je peux avoir des bons moments. Ça ne m'empêche pas d'avoir des bons moments et d'avancer dans ma vie. Chaque activité que je fais avec mes enfants et avec mon mari qui sont positives, même partir en vacances, profiter d'une balade sur la plage, c'est positif pour moi. C'est une victoire. Là, on a pris l'avion, par exemple, cet été. C'est basique pour beaucoup. Et ça, c'est, je pense, la plus belle victoire, finalement. Vous êtes également atteinte d'endométriose et vous en êtes rendu compte assez tardivement finalement. Oui, effectivement. Donc l'endométriose, c'est une maladie du cycle féminin. Ça arrivait en fait juste après mon premier accouchement, mais j'ai mis du temps à être diagnostiquée puisque j'ai un seuil de douleur qui est assez élevé. Et c'est en 2019 où vraiment j'en pouvais plus, j'arrivais même pas à marcher, c'était vraiment très très difficile. Et j'ai été opérée pour une appendicite et il y avait des kystes en fait d'endométriose et on m'a diagnostiquée pour mon endométriose. De but en blanc comme ça. Vous réagissez comment quand vous apprenez la nouvelle ? L'endométriose, je l'ai pas du tout accepté. En fait, fallait affronter ça en plus. Comment j'allais faire et pourquoi aussi ? Pourquoi moi ? Encore pourquoi moi ? Souvent, avec l'endométriose, il y a un problème de fertilité. Là, vous avez quand même votre premier enfant quand vous apprenez la nouvelle. Comment vous abordez votre maternité ? Alors déjà, moi, on m'avait dit que j'allais être stérile par rapport à ma craniotomie. Logiquement, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Mon fils, je me suis toujours dit que c'était un cadeau de la vie, que c'était ça qui m'a reconnectée à la vie, vraiment. Avec tout ce qu'on avait vécu, enfin, on allait pouvoir annoncer des bonnes nouvelles, enfin, la vie regagnait notre foyer, enfin, c'était assez dingue. C'était ce truc-là de nous dire, la maladie n'allait pas nous enlever encore ça. C'était vraiment ce truc-là. Et d'ailleurs, quand on a eu notre fils, c'était, on a réussi. La maladie nous a pas pris ça. Et la maladie, elle complique les grossesses ? Raphaël a été vraiment, c'est ça qui est fou, une parenthèse, une bulle de bonheur. C'est-à-dire que mon mari m'a retrouvée avant la maladie. J'ai pris plus de 20 kilos pendant ma grossesse alors que j'ai accouché prématurément. J'ai eu vraiment une bulle, une parenthèse dingue. J'ai pu voyager, ça a été fou. Vous aviez plus de crise ? J'avais peu de crises que je pouvais en plus piquer. Je vivais un quotidien
pas normal, mais presque, quoi. Vos débuts en tant que mère sont compliqués puisque vos enfants naissent prématurément. C'est une épreuve supplémentaire ? À la prématurité, c'est un combat en plus. Faut le vivre pour comprendre. Parce qu'on est coupé du monde de son enfant et qu'on devient mère finalement quand on sort de l'hôpital. Après des années à vivre votre maladie dans l'intimité de votre famille, vous commencez à en parler sur les réseaux sociaux et vous finissez même par écrire un livre sur votre histoire, Mes mots en couleur et mon combat pour le bonheur aux éditions Le Duc. Pourquoi cette envie d'écrire ? Parce que ça m'a sauvée. C'est dingue, hein, mais moi ça a été une énorme thérapie d'écrire. Quand on a une maladie chronique, finalement, il faut trouver le moyen d'extérioriser. Et moi, ça a été l'écriture et aussi le moyen d'aider. Et quand on aide, on s'aide soi-même. Ça a été vraiment un cercle vertueux, en fait. Vous avez déculpabilisé à ce moment-là, quand vous avez senti que vous aidiez les gens ? Oui, parce que moi, je me sentais un boulet pour ma famille, pour mes amis, enfin pour le monde entier, pour la société, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et là, je me sentais effectivement, pour une fois, utile. Et ça a été un sentiment valorisant pour une fois, en fait. Beaucoup de monde vous suit sur les réseaux sociaux. Ça représente quoi pour vous, cette reconnaissance ? Le principal, c'est de pouvoir aider. Après, le fait que ce soit beaucoup de monde, c'est encore mieux. C'est un chiffre, en fait, donc on se rend pas compte. Votre mari est à vos côtés depuis le début. Il joue quel rôle dans votre vie ? C'est un tout, c'est-à-dire que c'est un aidant, et ça c'est important de le dire. Les aidants, on n'en parle pas assez. Et puis c'est un père de famille magnifique. Mon mari, c'est plus la personne qui me coucoune, etc. Et mes parents sont plus des personnes qui me boostent à me dépasser tout le temps. Je tiens ça de... Quelle perception ont vos enfants de votre maladie, s'en rendent compte ? Jusqu'à il y a 2 semaines, j'aurais dit que ma fille ne s'en rend pas compte. Et en fait, si, parce que j'ai eu une crise et mon mari et mon fils n'étaient pas là. J'étais terrorisée et non, ma fille m'a prise par la main et m'a amenée dans la chambre. Et elle m'a amené l'oreiller, enfin c'était hallucinant. Et pourtant, elle a 3 ans, quoi. Donc elle se rend compte. Et mon fils, il a 6 ans, donc oui, il se rend compte des choses. Il me fait des dessins. Bien évidemment, c'est difficile pour des enfants, c'est pas le monde des bisounours, mais ça leur apporte quand même beaucoup aussi. C'est des enfants qui ont beaucoup d'empathie, notamment. Quand vous avez besoin de vous ressourcer ou de souffler, vous faites quoi ? C'est vraiment l'écriture. Le sport, quand je peux. Moi, je dirais que c'est vraiment l'écriture qui m'aide. Évidemment, la maladie a changé votre caractère. Vous vous sentez différente ? Alors, je sais pas si ça a changé mon caractère. Parce que je suis quand même celle que j'étais... Je pense que ça m'a quand même boostée, ça m'a donné une autre vision de la vie, ça c'est certain. C'est quoi votre vision de la vie ? C'est que chaque jour doit être vécu à 1000%. Et aussi que des petits moments de vie qui peuvent paraître banals doivent être aussi vécus à 1000%. Et je pense que beaucoup de gens l'oublient. Vous avez une femme qui vous a inspiré ? C'est ma maman. Ah oui, ma maman. De par son histoire, je me suis toujours dit que c'est quelqu'un qui fonce et qui n'a jamais baissé les bras. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière ? Mes enfants. Comme toutes les mamans, je crois. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes plus sentie capable, vous aviez l'impression de ne plus avoir de ressources ? À plein de moments, je crois. Mais finalement, on les trouve toujours, les ressources. Quel est votre plus gros défi ? Ce serait de ne plus avoir de crise, mais que ça dépend pas de moi, en fait. Donc, par rapport à moi, ça a été l'écriture de mon livre. Ça a pris 2 ans. Il faut chercher beaucoup de ressources en soi pour écrire surtout une autobiographie. Donc, ça a été ça. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide ou qui vous définit ? Profiter de chaque moment. Moi, ça me guide, ça. Même dans une journée les plus pourries, on peut trouver un petit truc positif. Vous avez réussi à faire de votre maladie une force et même plus un métier, puisque maintenant vous êtes créatrice de contenu. Comment ça s'organise avec votre vie ? C'est de l'adaptation et j'ai la chance de faire ce métier parce qu'il me permet justement de travailler. Je pourrais pas faire un travail classique et là j'adapte mes horaires. Si le matin j'ai mes crises, je travaille l'après-midi, je travaille aussi d'où je veux. Donc je peux travailler de mon canapé, je travaille aussi de mon lit, enfin bref. Donc ça c'est vraiment une chance. Et je ne pensais jamais que j'allais en être là aujourd'hui, pouvoir travailler avec des marques, pouvoir mettre en avant le handicap invisible, pouvoir mettre des sujets de société en avant. C'est une super victoire, ouais. Et vous vous épanouissez dans ce rôle-là ? Oui, je me sens utile, encore une fois, c'est toujours ce truc-là. Et aussi, je me sens capable de pouvoir travailler, de pouvoir subvenir à ma famille. Parce qu'à l'époque, je travaillais pas et je me sentais encore un poids, en fait. C'est ça, ce truc-là, de sentir un poids pour ma famille. Là, je me sens utile, ouais. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ?
Mes piqûres, c'est triste. C'est votre réalité. Mais c'est un peu triste. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Quand on part en vacances, même si c'est quand on a des enfants, c'est pas... Voilà. Mais quand on part en vacances, parce que on sait que c'est pour des bons moments. À l'inverse, quel est le pire moment que vous ayez passé en voiture ? Avec mes crises, ça c'est le plus dur. En voiture, vous êtes plutôt zen, vous êtes énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Quand on part en vacances, souvent je me rappelle de la musique. Et quand je l'écoute, ça me fait penser aux vacances. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Diane, vous nous emmenez où ? Moi, je dirais aux États-Unis, parce que j'ai fêté mes 18 ans là-bas et que j'aimerais y retourner et que ça, c'est un défi pour moi, de retourner là-bas. Diane, au revoir et un grand merci pour ce moment plein de courage. Merci, c'est gentil. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme,